Le face-à-face. Et tout de suite, on accueille l'invité d'André Berkoff, Jacques Attali, auteur de ce livre, notamment L'année des dupes, Alger 1943. C'est publié chez Fayard, André Berkoff. Alors, Jacques Attali, je sais que vous n'êtes pas la prétention personnifiée, mais alors faire un livre sur l'année de votre naissance, faut quand même le faire. Non, mais c'est très intéressant ce livre, L'année des dupes, Alger 1943. Je voudrais le résumer, je le conseille vraiment aux éditeurs de Sud Radio. C'est une page d'histoire, mais c'est une page d'histoire qui a encore des résonances aujourd'hui, et c'est en cela que c'est très intéressant. Résumez-nous, Jacques Attali, c'est quoi cette année des dupes ? Cette année des dupes, c'est l'année pendant laquelle les Américains ont débarqué pour la première fois en France, c'était à Alger. Et en France, oui, en Algérie, c'est Alger, bien sûr. Alger, ouais. Et aussi au Maroc et aussi à Oran. Ils ont été accueillis par des tirs des forces françaises, ce qu'on ne dit pas, c'est pour ça qu'on ne parle jamais de ce bombardement. Un groupe de résistants très courageux, dans lequel il y avait des Juifs, des Alsaciens, des Lorrains, des Bretons, a organisé l'arrivée des Américains. Et au lendemain de cette arrivée, les Américains ont mis ces gens-là en prison et ont donné le pouvoir à l'amiral Darlan, qui était le numéro 2 du régime, ce qui est quand même assez étonnant. Et ensuite, il a fallu au moins 6 mois pour que progressivement les lois de Vichy soient abolies. Loi de Vichy qui était appliquée en Algérie depuis 1940, en l'absence de tout Allemand, car il n'y avait pas d'Allemands. Oui, il n'y a pas eu d'occupation allemande. Aucune présence. Il y avait une vague commission d'armistice où les Allemands étaient extrêmement peu présents. Les Italiens étaient un peu plus présents dans cette commission. Donc, quand on dit que Vichy a été sous contrainte allemande, c'est faux. En Algérie, elle était d'autant moins que les lois ont été appliquées plus sévèrement. Et toutes les lois de Vichy étaient appliquées. Non seulement appliquées, elles étaient appliquées en avance, et souvent même, beaucoup de lois de Vichy, enfin plusieurs lois de Vichy ont été souhaitées, initiées, inspirées par les Européens d'Algérie. En particulier, l'interdiction pour les étudiants juifs d'aller à l'université d'Alger a été une demande faite à l'UNEF de l'époque, collaborant par l'UNEF d'Alger. Et beaucoup de lois ont été appliquées ainsi, alors que personne ne le demandait, au point même que s'il n'y avait pas eu ce débarquement, était prévue une distribution d'étoiles jaunes. Mais il n'y a pas eu d'étoiles jaunes. Il n'y en avait pas en zone libre, donc il n'y avait pas de raison de l'en avoir. Mais malgré tout, bien que la zone libre était en Algérie à cette époque, les étoiles jaunes allaient être distribuées en Algérie, où il y avait d'ailleurs, et on sait très peu de cette histoire, très peu connue, il y avait aussi des camps de concentration, à la fois pour des hommes politiques, pour des résistants, pas des camps à la Auschwitz, mais des camps plutôt des camps d'extermination. Mais des camps de genre Buchenwald, plutôt, c'est-à-dire des camps d'extermination par la difficulté du travail et de la famine, et de la maladie. Et alors, accessoirement ou pas accessoirement, les Juifs d'Algérie qui ont perdu la nationalité française en 1940, comme les Juifs d'autres parties de la France, n'ont pas récupéré la nationalité française à l'arrivée des Américains. Il a fallu attendre 1 an pour que De Gaulle, avec beaucoup de réticence d'ailleurs, se fasse imposer par les Anglais le fait de restaurer, d'une façon d'ailleurs extrêmement précaire et fugitive, le retour du célèbre décret Crémieux qui donnait la nationalité française, la citoyenneté française aux Juifs d'Algérie. Vous l'expliquez dans votre livre, mais j'aimerais que vous l'expliquiez pour les auditeurs de Sud Radio. Qu'est-ce qui fait que les Américains, qui savaient très bien, ils se sont battus, ils sont arrivés, c'était contre Hitler, contre les Allemands, contre les Japonais, ils sont rentrés en guerre, on sait très bien contre qui. Comment ça se fait qu'ils donnent le pouvoir à Darlan au lieu de donner aux résistants? Eh bien, parce que, en fait, à ce moment-là, l'intention des Américains n'était pas du tout de libérer la France, contrairement à ce qu'on a écrit et ce qu'ils ont fait plus tard. Même en 1943 ? Même en novembre 1942, quand ils débarquent. Novembre 1942, oui. Leur intention n'est pas de libérer la France encore. Leur intention est premièrement de faire un front de diversion pour que Staline puisse avoir le temps de continuer sa bataille contre les Allemands. Deuxièmement, et peut-être à mon avis surtout, d'aller vers l'Irak, l'Égypte et l'Irak, pour que les forces pro-nazis ne prennent pas le pouvoir. Enfin, ils l'avaient, ils étaient en bataille avec les Anglais, pour que le pétrole, c'est toujours une affaire de pétrole, ne soit pas disponible pour les Allemands, qui auraient pu l'utiliser pour aller se battre contre les Américains sur les côtes américaines. Donc l'obsession, c'est de débarquer, de partir au plus vite. Il se trouve là qu'il y a un dirigeant très important possible. Bon, il lui donne le pouvoir, il file à toute vitesse. Darlan étant assassiné, il ne donne pas le mois suivant le pouvoir aux résistants, puisqu'il le donne à l'adjoint de Darlan, le général Giroud, qu'il avait d'ailleurs pensé avant d'apprendre que Darlan était à Alger. Donc en fait, ça démontre que les Américains à cette époque-là n'en ont absolument rien à faire de la libération et des valeurs démocratiques qui vont venir que beaucoup plus tard.
dans la bataille. Oui, mais alors ce qui est étonnant, en fait, comment vous avez été amené, d'ailleurs, c'est intéressant, à vous occuper de cela? Qu'est-ce qui aurait fait que ça fait longtemps cette année charnière? D'abord, comme vous l'avez dit, c'est l'année de ma naissance, et je me suis posé tout simplement. Et vous êtes né? Je suis né le 1er novembre 43. C'est-à-dire quelques jours après Alger. Quelques jours après le rétablissement de ce décret. Quelques jours après, je naissais juif indigène. Et donc, j'ai voulu comprendre ce qui s'était passé à ce moment-là. Et j'ai été de surprise en surprise, parce que tout ça n'est pas connu. Ça pose d'ailleurs beaucoup d'autres questions, parce qu'en fait, il y a aussi la question des musulmans qui se pose à ce moment-là. Parce que la France fait de l'Algérie des départements français en 1830. À partir de là, se pose la question de savoir c'est quoi les habitants de ces départements français. Est-ce qu'ils sont français complètement? Non. Parce que ni les juifs ni les musulmans ne sont autre chose à ce moment-là que des juifs ou les musulmans indigènes. Ils sont des indigènes, donc ils n'ont pas le droit de citoyen. Les juifs vont l'avoir en 1870. Immédiatement, la plupart des Français se disent « Oh là là, si on donne la nationalité, la citoyenneté, c'est-à-dire le droit de vote aux juifs d'Algérie, on va devoir le donner aux musulmans », qui d'ailleurs le réclament, qui vont le réclamer jusqu'en 1945. Et donc, il y aura tout au long de la Troisième République une grande bataille pour retirer le droit de vote aux Juifs, non pas seulement parce qu'il y a beaucoup d'antisémites dans cette région, mais parce que sinon, on va être obligé de le dire. Qui le réclament. Et quand le décret Crémieux est aboli, les musulmans, on leur dit, écoutez, maintenant vous devez être avec nous, disent les gens de Vichy, parce que les Juifs n'ont plus la nationalité française. Non, nous on veut que les Juifs aient la nationalité française. Et nous aussi. Parce qu'on le veut aussi. Et il faut attendre 1945, avec les émeutes de Sétif, pour que les dirigeants... Ferhat Abbas, Messaliadj, etc., changent de point de vue, ils ne veulent plus être français. Donc ça pose la question de l'engrenage, en quelque sorte. Les musulmans commencent à arriver en France pour travailler à partir de 1904-1905, et se pose immédiatement la question de savoir est-ce qu'ils sont français ou pas. J'en viens même à penser que la raison pour laquelle, en 1958, l'élection du président de la République au suffrage universel n'est pas prévue, c'est que De Gaulle avait l'obsession de ne pas être élu par des voix musulmanes. Et l'élection au suffrage universel n'est décidée que quelques mois après l'indépendance de l'Algérie. Non, et puis de toute façon, De Gaulle était là pour l'indépendance. Il a été ramené au pouvoir par l'Algérie française, par les partisans de l'Algérie française. Alors qu'il voulait l'indépendance. Et alors qu'il voulait l'indépendance. Mais pourquoi voulait-il l'indépendance? Et j'aimerais avoir votre avis. Vous savez, la fameuse phrase qu'a restitué Perfit, vrai ou pas, moi je voudrais pas que colomber les deux églises devienne colomber les deux mosquées. Oui, et il ne voulait pas que le président de la République soit élu avec les voix musulmanes, pour commencer. Ça, ouais. Et il ne voulait pas, évidemment, que l'équilibre démographique qu'on aurait vu si l'Algérie était restée française, et si on avait évidemment fait ce qu'on allait faire, c'est-à-dire donner une citoyenneté pleine et entière à tous les citoyens de... Oui, donc il y avait 60 millions de 60 millions, mais enfin, il y avait 20 millions... Aujourd'hui. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Mais alors, dites-moi, mais ce qui est extraordinaire, c'est ce paradoxe français dont on parlait Simon Epstein, vous l'illustrez autrement, vous savez, c'est antisémite résistant... alors c'est passionnant, parce qu'il y a beaucoup d'antisémites dans la résistance de l'époque qui sont maréchalistes anti-allemands. Oui. Donc, Giraud est de ce cas-là, il est antisémite, maréchaliste, mais anti-allemand. Il y en a qui sont... pro-allemand à un moment qui change. Par exemple, il y a quelqu'un qu'on glorifie parce qu'à juste titre, il a été mis par De Gaulle à la tête de la campagne d'Italie, le Juin, devenu maréchal ensuite, Juin, oui. Qui en fait était aussi antisémite que les autres, qui a même été, lorsqu'il a été libéré de son camp de prisonnier, négocié avec Göring, excusez du peu, au nom de Vichy, qui ensuite s'est opposé à l'arrivée des Américains, qui s'est allié avec Darlan, et qui a changé de camp assez tôt pour que De Gaulle l'utilise, parce qu'il était son camarade de promotion, pour la bataille d'Italie. Et on a fait ensuite un... Qu'il a glorieusement mené, d'ailleurs. Glorieusement mené, très glorieusement mené. De Gaulle avait une très grande confiance en lui. Donc il y avait des gens qui changeaient de camp tout le temps, et c'est ça pour ça que j'appelle ça l'année des dupes, c'est que beaucoup de gens croyaient que la libération allait arriver, elle n'est pas arrivée. Beaucoup de musulmans pensaient que ça allait être leur heure pour devenir citoyens français, c'est pas arrivé. Beaucoup de juifs pensaient qu'on leur redonnerait leur citoyenneté, c'est pas arrivé. Beaucoup de maréchalistes pensaient qu'ils allaient, avec les Américains, conforter leur pouvoir, c'est pas arrivé. Et surtout, cette histoire est complètement censurée, on n'en parle jamais. On célèbre le débarquement du 6 juin 1944, personne ne parle du débarquement du 8 novembre 1942. Personne. Oui, c'est vrai que ça n'a jamais été célébré. Jamais. Pourquoi? Parce que les Français tirent sur les Américains. Et parce que les Américains mettent l'homme de Vichy au pouvoir. Parce qu'évidemment, ça fait désordre. Ça fait tâche un peu dans le... Mais dites-moi, en fait, tout ça, est-ce que ça aurait pu
on va pas faire de l'Uchronie, mais quand même, est-ce que ça aurait pu tourner autrement? C'est-à-dire qu'au fond, l'idée, parce que dans votre livre, effectivement, vous dites l'année des dupes, et c'est toujours pareil après, et on se dit, au fond, est-ce que c'était pas... Quand De Gaulle arrive à Alger, parce qu'il est venu après... Le 30 juin, à peu près, oui. C'est ça. Lui, il avait déjà cette idée qu'il n'était pas question que Alger, que la francité d'Algérie n'y pensait plus. En fait, quand il arrive, sa première préoccupation, c'est de se débarrasser de Giraud, Oui. qui a été mis là par les Américains, et donc il s'occupe que de ça. Et il va très habilement, avec son talent, son intelligence et son prestige, il est un général de second ordre par rapport à Giraud, qui est un général à 4 ou 5 étoiles, mais il va réussir à éliminer Giraud. Et donc il ne pense qu'à ça. Et puis, mais malgré tout, il a quelques manifestations clairement antisémites que je donne dans le livre. Où il ne veut pas des juifs ni dans l'armée, ni comme citoyen français. Et quant aux musulmans, il n'en veut pas non plus. Et ça, c'est clair. Oui, sauf que Jacques Attali, juste une petite information, Jean-Paul Delevoye vient de démissionner. Voilà, c'est la nouvelle de l'heure. Juste pour revenir à ça quand même, à Londres, oui. De Gaulle avait à la fois des juifs et puis des maurassiens. Vous avez raison. Il y a d'ailleurs, vous avez raison. Il y a d'ailleurs un juif qui va jouer un rôle très important, puisque c'est à lui qu'on doit la restauration des Cré-Crémieux et qu'on doit beaucoup de choses grandioses pour la France. René Cassin, qui est le patron du service juridique de la France libre. Il y a d'ailleurs beaucoup d'autres juifs qui sont... Bien sûr. Et donc, il y a des choses extrêmement contradictoires dans le comportement de De Gaulle. On peut dire que... Complexe. On peut dire que dans les mémoires de guerre, par exemple, il parle à peine, à 3 reprises, cité de façon extrêmement brève, de ce qu'il appelle la persécution des Juifs. Il ne le nomme pas autrement. Dans des mémoires qui sont écrites après la guerre, donc il doit être au courant de ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'un des hommes clés de Vichy, sont des hommes qui vont ensuite se rapprocher de lui. Et un des hommes clés à lui, c'est un grand juriste qui se trouve être juif, qui est René Cassin. Oui, qui a la Constitution, qui a rédigé le préambule de la Constitution, qui a été un personnage important de la Déclaration des Nations Unies et des droits de l'homme avec Madame Roosevelt, qui est un grand juriste de taille mondiale. Tout à fait. Non, on continue alors. Après une petite pause, on continue avec Jacques Attali, on continue de parler de cette période charnière, on va aussi parler évidemment de la situation présente. À tout de suite. Et nous continuons le face à face avec Jacques Attali, l'année des dupes, Alger 1943. Chez Fayard, une histoire assez extraordinaire, extrêmement complexe, où juifs, musulmans, français, européens, etc., se sentent vraiment dans une espèce de salmigondis incroyable. Et justement, vous parlez du décret Crémieux, Jacques Attali, pendant la pause, et vous disiez, au fond, le décret Crémieux, qui instaurait la nationalité, enfin, qui donnait aux juifs la nationalité française, etc., et ça a été rétabli provisoirement. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la nationalité est acquise depuis le débarquement depuis 1830. C'est ce qui est ajouté par le décret Crémieux, c'est la citoyenneté. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire le droit de vote et la participation à toutes les activités, le pouvoir être fonctionnaire, enfin, tout ce que donne la citoyenneté. Il est donc abrogé par Vichy en 40. Comme en France métropolitaine. France métropolitaine. Les Américains arrivent, ils donnent le pouvoir à Darlan qui ne rétablit pas, ils donnent le pouvoir à Giraud qui, en mars 43, dit, dans un grand discours, toutes les lois de Vichy sont abrogées, l'abrogation du décret Crémieux est abrogée, le décret Crémieux est rétabli, mais je réabroge le décret Crémieux. Je ne veux pas que les Juifs soient français. C'est hallucinant. Donc, il dit ça, Giraud. Il dit ça dans un discours qui est coécrit avec les Américains et avec Jean Monnet et quelques autres. Il réabroge, donc le décret Crémieux a été abrogé par les Américains. C'est incroyable. Et De Gaulle, qui prend le pouvoir à partir de juin 1943, et sous une grosse pression à la fois des Juifs, des Anglais, pour rétablir ce décret, qui est le dernier reste en Algérie de la présence de Vichy, il refuse de le faire, il dit on verra après la guerre. Puis après un moment, il y a un communiqué inspiré très largement, souhaité par Cassin, mais pas seulement par Cassin, il y avait d'autres ministres non juifs qui ont joué un rôle très important et très positif dans cette affaire. Il est rétabli par un communiqué qui dit le texte de Giraud de mars 1943 est caduc, parce qu'on n'a pas pris le décret d'application. Il dit il est caduc, c'est tout. Et il dit on verra, ce qui veut dire que le décret Crémieux est rétabli, mais il dit en creux, il ne dit pas. Oui, c'est ça. Et ça, c'est un communiqué. Et il dit on verra, réglera le sort des Juifs et des musulmans, qu'il appelle toujours dans ce texte juifs indigènes, donc ils sont toujours juifs indigènes, on verra ça après la guerre. On l'a pas vu après la guerre, on n'en a pas parlé. Et là où c'est... Donc,
les Juifs sont français à ce moment-là d'une façon étrange, enfin citoyen. En creux, vous voulez dire. Enfin, les Juifs algériens. En creux. Algériens. Et en fait, ils ne le deviennent vraiment, étonnamment, que pendant la négociation de l'accord d'Évian, où en 62, où les musulmans qui négocient, les négociateurs du FLN, disent « Mais vous n'avez pas vraiment rétabli le décret Crémieux, regardez, c'était un communiqué de presse. » Donc ils sont algériens, ils sont les nôtres. Ouais. Et ils le disent ça de façon... Là où c'est absolument extraordinaire, c'est que le ministre français à qui il parle, Louis Jox, était le secrétaire du gouvernement qui avait fait ce communiqué, vous imaginez, 20 ans plus tôt. Le même qui était secrétaire du gouvernement, et qui se trouve maintenant ministre. Et à ce moment-là, les Français disent non, ils sont français. Et donc, en fait, les Juifs algériens sont vraiment français au moment de... En 62. En 62. Même si, il faut être quand même honnête, à partir de la fin 43, plus personne n'en parle. Ils sont de fait français, et après la guerre, plus personne n'en parle, ils sont français, totalement, ils sont fonctionnaires, la question ne se pose plus. D'autant plus que les musulmans changent, comme je l'ai dit tout à l'heure, de stratégie. Ils ne veulent plus être français, ils veulent être indépendants. Ils veulent, voilà. Et la guerre, la guerre a déjà commencé depuis 6 ans, etc., 54, l'année de la Toussaint. Et dites-moi, au fond, votre famille, parce que parlons de vous, Jacques Attali, vous êtes né en 43, vous êtes né à Alger, et justement, au fond, les Juifs de l'époque se sentaient quoi? Se sentaient absolument français, se sentaient algériens, à partir de 1830, les Juifs basculent et veulent être français. Tout de suite. Ils le demandent tout de suite. Dès 1830. Dès 1830. Et d'ailleurs, Napoléon III, s'il n'avait pas été viré par la guerre de 70, bêtement joué, maintenant perdu, allait faire l'équivalent du décret Crémieux. D'accord. Ça s'est fait un peu après, dans le premier gouvernement provisoire de Gambetta, que Crémieux a fait ce décret, parmi d'autres. Mais tout de suite, les Juifs voulaient être français. Ils ont vraiment immédiatement basculé et ils souhaitaient s'intégrer comme les autres Juifs de France, qui étaient depuis l'abbé Grégoire des citoyens français. Donc, ils n'ont jamais hésité une seconde. Et d'ailleurs, quand ils vont se battre dans la résistance, la plupart d'entre eux ne se battent pas pour la restauration du décret Crémieux. Ils se battent pour la libération de la France. Non, ils se battent pour la France. Ils se battent pour la France. Même ce qui était étonnant, ils se battent pour la France, même si la France ne les considère pas. Des Juifs algériens, toujours des résistants Juifs algériens. Ils ne se battent pas du tout pour le reste. Le décret Crémieux n'est pas leur préoccupation. Ce qui est leur préoccupation, c'est la libération de la France. Beaucoup d'ailleurs vont être des compagnons. Enfin, un d'entre eux, le plus important, José Aboulker, va être compagnon de libération. Le médecin. Alors, dans cette famille, ils sont extraordinaires, ils sont tous médecins. Dans le livre, il y en a 4 médecins qui jouent un rôle là, dont un qui va opérer De Gaulle un peu plus tard, qui va être... au point d'ailleurs que les services secrets se demandaient si faire opérer De Gaulle par un pied noir, considéré comme pied noir, était vraiment sérieux. Mais en fait, ils l'ont fait quand même. Non, c'est une histoire assez extraordinaire, et c'est vrai, c'est passionnant, encore une fois, comme on voit, c'est jamais noir et blanc, quoi. C'est une complicité. C'est ça qu'il faut dire. Il y a une espèce de complicité extraordinaire là-dedans, entre résistants, communistes, monarchistes. Il y a le comte de Paris qui intervient à ce moment-là. Il y a des et il y a eu de très grands résistants, maurassiens, de droite, etc. Il faut le dire. Et il y a eu des gauches, collabos, complets. C'est pour ça, il faut vraiment... Et avec des vérités variables, parce qu'ils changent de camp... parfois par opportunisme, mais parfois par conviction. Par exemple, à partir du moment où on commence à comprendre ce qui se passe vraiment en Allemagne, il y a beaucoup de collaborateurs qui changent de camp, même s'ils ne pensent pas encore que la victoire est possible. Donc il y a eu des... C'est très difficile de se mettre à la place des gens qui ont vécu ça. En plus, il y avait des relations entre les uns et les autres. Beaucoup de résistants ont eu leur vie sauvée par des amis qui étaient dans la collaboration. Et oui, je pense que vous pensez à quelqu'un, là. En effet. François Mitterrand, pour ne pas le nommer. Oui, c'est lui qui m'a dit, la seule fois où il m'a fait rencontrer, parmi d'autres, René Bousquet, sans que je sache à cette époque qu'il avait commis les pires choses, il m'a dit, il a sauvé la vie de tous ceux qui étaient déjeuner, donc dont lui. Oui, je me rappelle, vous pouvez en parler aujourd'hui, parce que... Non, je l'ai raconté, il se trouvait dans un déjeuner très 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 jeune et très tôt, avant qu'on sache que Bousquet était l'auteur de La Rafle du Veldiv. La Rafle du Veldiv, quand même. Avec un déjeuner où il y avait au moins un compagnon de libération et de grands résistants, et René Bousquet. Et après le déjeuner, François Mitterrand me dit... Je lui demande qui était à ce déjeuner, parce que je connaissais personne, et il me dit, il me les cite les uns les autres, et il me dit René Bousquet, ancien sous-préfet, devenu célèbre en sauvant un gamin en se plongeant dans la Garonne, ancien secrétaire général de la police de Vichy. Je dis, mais il fait déjeuner avec le secrétaire général de la police de Vichy. Et il me dit, oui, mais il a été condamné par les Allemands, puis ensuite acquitté par à la Libération, ce qui est vrai.
J'ai dit, mais quand même, secrétaire général de police de Vichy. À cette époque, on ne connaissait pas encore l'affaire Duvaldier. Il me dit, oui, mais vous devez savoir, c'est très compliqué à cette époque. Il a sauvé la vie de tous ceux qui étaient autour de cette table. Ouais. Donc, voilà. En même temps, c'est vrai que c'est un peu dur quand même. Parce que la rafle du Veldiv, c'est la rafle du Veldiv. Enfin, et puis le reste. Ce qui est plus condamnable, c'est qu'il l'a revu après. C'est qu'il l'a revu quand on. Oui, c'est ça. Voilà. Alors que quand ça, c'est assez terrifiant. Enfin, c'est. Et juste un mot, Jacques Attali, vous êtes resté avec nous parce que après c'est les auditeurs. Vous avez fait une liste de vos envies. Je voudrais que vous citiez quelques. Vous avez écrit un livre qui est très joli. J'ai écrit un essai qui s'appelle Chemin de l'essentiel, où j'ai simplement dit mes romans, mes films, mes œuvres musicales préférées, mes tableaux préférés, en commençant par 10, 30 et 100, en disant voilà, c'est ma liste, je pense que c'est des chefs-d'œuvre de l'humanité. Et ça ne prend pas tellement de temps de lire ces romans, de voir ces films. Voilà, c'est une incitation à le faire. Voilà. Si vous aviez à retenir, alors, on va pas faire un palmarès, mais deux chefs-d'œuvre pour vous, les essentiels de livres. Parlons des livres. Dans les livres, si j'avais à dire deux, je dirais d'abord évidemment Le Comte de Monte Cristo, parce que pour moi c'est un chef. Ah bon, Alexandre Dumas. Oui, je dirais ça, parce que je pense, si on veut inciter quelqu'un à lire, il faut lire Le Comte de Monte Cristo. Ouais. Et puis Moby Dick, parce que c'est vraiment Herman Melville. Voilà, le grand livre sur l'obsession, la poursuite. Puis c'est un texte. On va rester dans la pêche à la baleine. Avec vous, Jacques Attali. Une façon de parler, en tout cas. Merci à vous, Jacques Attali. Je rappelle la référence de votre dernier ouvrage, L'année des dupes, Alger 1943, qui est également votre année de naissance, publié chez Fayard. Merci à vous, Jacques Attali. Chers amis, vous écoutez Sud Radio et André Berkoff. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir à tous les sujets qu'on a pu aborder au cours de cette émission. Tiens, en particulier, ce qui est l'information de cette journée. La démission du haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, justement, venez réagir. 0826 300 300 vous donne la parole juste après les informations sur Sud Radio. Les crèches de Noël, la démission des médecins d'hôpitaux, la démission de Jean-Paul Delevoye. On attend les auditeurs de Sud Radio. 0826 300 300. Tout de suite, on accueille Gilles. Bonjour à vous, Gilles. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Berkoff. Bonjour tout le monde. Alors, Gilles, on vous écoute. Oui, déjà, je vous remercie de me prendre à l'antenne. Je vous suis depuis plusieurs mois déjà et je voulais juste réagir en fait par rapport aux propos de Madame Tibet Ndiaye ce matin sur BFM qui dit, je cite, nous assumons, nous sommes élus non pas pour nos compétences et non pas pour notre honnêteté, je crois, c'est ça? Non, nous sommes élus pour notre compétence et pas pour notre honnêteté. On n'est pas élus pour Voilà. On est élus pour la compétence et pas pour l'honnêteté nécessairement. Voilà. Et en fait, quand j'entends ça, voilà, j'ai envie de partager mon je suis, outré, scandalisé. J'ai même pas de qualitatif en fait pour pouvoir décrire dans quel état je suis quand j'entends ça. Parce que déjà, d'une part, elle n'a pas été élue, il me semble qu'elle a été nommée. Oui, absolument. Et de deux, que fait-elle du pacte de moralité de la vie politique, en fait? Oui, c'est une préoccupation absolument qui est... Vous savez que c'est la même Tibet Ndiaye qui avait dit avant l'élection de Macron, qui était dans l'équipe, vous vous rappelez, je revendique absolument de mentir au service du président. Pour protéger le président, voilà. Donc, il y a une tradition. C'était l'état de nos hommes politiques actuellement... c'est désolant. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est désolant. Écoutez, on espère vraiment à chaque fois qu'il y aurait une hausse de la moralité, mais là c'est vrai que c'est assez préoccupant. Merci Gilles. Merci à vous Gilles de nous avoir appelé au 0826 300 300. On retrouve Emmanuel tout de suite sur Sud Radio. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Manuel, pardonnez-moi. Manuel, oui. Bonjour à tout le monde, bonjour à Monsieur Berkoff. Alors bonjour, je voudrais dire à Monsieur Berkoff que je suis ému et très fier de vous parler parce que vous incarnez un résistant et vous me faites penser à mon père qui était un résistant à la dictature de Salazar au Portugal, qui a été emprisonné, condamné à mort. Écoutez, vous me touchez beaucoup, je ne veux surtout pas comparer votre père, mais merci beaucoup en tout cas. Je suis très touché par ce que vous dites. Voilà. Je vous dis, je le pense vraiment. Et je voulais intervenir justement sur ce qui s'est passé à Toulouse. Oui. Parce que, étant un fidèle auditeur de Sud Radio, ça m'étonnait j'en ai pas parlé dans les émissions précédentes. Puis vous en avez parlé. Mais je voudrais dire d'une façon générale à tous ceux qui nous écoutent, tout ce qui se passe en France aujourd'hui, à savoir donner raison aux minorités, les laisser faire,
les soutenir. Ce qu'on voit avec la police, ce qui se passe dans les rues, la répression et tout ce qui se passe concernant les opposants qui pensent différemment du pouvoir en place, ça s'appelle une dictature. Et je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, il faut agir avant qu'elle se mette en place, parce qu'une dictature, quand elle est mise en place, c'est trop tard. C'est trop tard. Et malheureusement, la France va vers ça. Mais il n'y a pas uniquement la France. En fait, ce monde, c'est celui de Monsieur Attali, que vous avez reçu et que vous venez de recevoir. Oui. C'est le mondialisme. C'est la liberté totale où c'est qu'on écrase les peuples, on ne tient plus compte des élections, on ne tient plus compte de leur avis, on donne uniquement raison au capitalisme, aux financiers, on écrase le petit. Et moi, j'ai été baigné dans cette culture, c'est-à-dire toujours être juste avec les faibles, et fort avec les forts, justement, combattre ceux qui nous oppriment. Et aujourd'hui, on va vers ça. Et moi, je dis une fois de plus, battez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'ensuite, il sera trop tard. Vous ne pourrez rien faire. Alors Manuel, je vais vous dire, je vous entends très bien et je vous entends même plus que bien. Je crois que beaucoup de gens partagent en tout cas ce que vous venez de dire. Je pense que c'est toujours une question de courage. Mais je voudrais vous dire, pas du tout pour être d'un optimisme béat, mais regardez ce qui s'est passé en Angleterre avec Boris Johnson et le Brexit, où tout le monde disait, où justement les élites disaient, mais voyez, c'est très bien. Vous savez, les Britanniques, ils ont compris qu'ils avaient fait une erreur en 2016, ils vont revenir, vous allez voir. Eh bien, on a vu le résultat des élections. Regardez ce qui se passe en Europe de l'Est, regardez ce qui se passe aux États-Unis, regardez ce qui se passe un peu partout. Je crois en tout cas, mais peut-être que je me trompe, mais en tout cas, il faut espérer que les peuples sont de retour. Je pense que beaucoup de peuples, d'ailleurs pas seulement là, mais en Algérie et ailleurs, regardez après l'élection du président, élection relativement truquée comme beaucoup l'ont dit. Relativement, oui. Oui, c'est le cas de le dire. Eh bien, beaucoup d'Algériens sont dans la rue. Regardez à Hong Kong, regardez même à Hong Kong, etc. Je pense, Manuel, en tout cas, que faut pas désespérer. Je pense que les peuples sont capables de bouger et on espère effectivement, et je suis d'accord avec vous, que les peuples vont bouger. Manuel, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Monsieur Berkoff, je vais vous dire, moi je suis d'accord avec vous, avec votre analyse. La seule différence, c'est que si ce système capitaliste a choisi la France, c'est parce que c'est le maillon faible. Parce que le français a été toujours résistant à la résistance. Et moi je vais vous dire, moi j'ai été gilet jaune maintenant, demain je vais aller faire grève. Là où je travaille, je suis agent territorial. Oui. On est 139. Oui. On est 5 à faire grève et à aller manifester. Vous voyez ce que je veux vous dire ? On est le maillon faible de l'Occident. C'est pour ça qu'ils ont choisi ce pays. Et tant qu'ils ne l'auront pas détruit, ils ne nous lâcheront pas. Moi, j'invite tous vos auditeurs à prendre conscience vraiment du problème et de ce qui se passe. Bah écoutez, nous, on est là en tout cas pour vous entendre, pour non seulement vous entendre, mais transmettre ce que vous dites. Et puis, je vais vous dire après, c'est chaque matin qui se lève est une leçon de courage. À chacun de prendre ses responsabilités et à chacun de le faire. Merci, Manuel. Merci, Manuel, d'être intervenu sur Sud Radio. Tout de suite, on retrouve Vincent au 0826 300 300. Bonjour à vous, Vincent. Oui, bonjour. Oui, bonjour André, bonjour à tous. Je suis très très heureux d'être reçu à l'antenne. Voilà. Ben merci. Et alors vous, votre commentaire, votre sentiment sur ce qui se passe, Vincent? Ça rejoint ce que Manuel disait juste avant, mais c'est ce sentiment d'impuissance de nous les citoyens face à cette caste politique qui nous malmène, qui se sert au passage, qui nous traite nous de feignants alors que les assistés du système ce sont vraiment eux. Delevoye qui a on va pas dire des milliers de contrats, mais j'ai vu sur Facebook un petit post qui disait Gattaz il a dit qu'on créait 1 million d'emplois, il n'a pas dit que ça serait tous occupés par Delevoye. Mais c'était très joli, oui, je l'ai vu ça, c'était pas mal. J'ai trouvé ça très humoristique quand même et à la fois très perspicace parce que on est tout à fait dans l'air du temps, on est avec des hommes politiques qui nous expliquent ce que c'est le travail alors qu'eux-mêmes ils n'ont pas un seul échantillon de travail sur eux, ils n'ont jamais travaillé de leur vie, ils viennent nous expliquer pas tous Vincent, pas tous quand même, pas tous. On fait une petite généralité, mais d'une façon générale quand même, ce sont quand même une bonne grande bande d'assistés qui arrivent là dans un système qui leur est dévolu, où ils sont un peu entre eux dans une
une genre de caste qui sort de l'ENA, tout ça. Et ce Delevoye est carrément l'incarnation même de tout ce système qui déraille. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un mec qui fraude, et de l'autre côté, on a le Premier ministre qui vient lui apporter son soutien le plus total. Oui. L'institution apporte son soutien à un fraudeur, mais un voleur de collet serré, collet serré, oui, c'est vrai. Non, non, ce qui est étonnant dans cette histoire, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, mais enfin, ça ne l'a pas empêché, vous voyez, il vient de démissionner, donc à un moment donné, la pression. Oui. On l'avait vu avec la patronne du CSA qui a été démise pour l'histoire des taxis, qui a été replacée ailleurs pour le même salaire, mais c'est du foutage de gueule, ils nous prennent, ils nous en fument. Quand on dit qu'on veut le RIC révocatoire et tout ça, bah évidemment qu'ils en veulent pas, parce que c'est tout ce qu'ils veulent. Balkany, comment ça se fait qu'ils passent 20 ans dans cette situation-là? Comment ça se fait qu'ils font tous 20 ans sans se faire toper? Oui, attendez, mais vous savez la complexité de ça. Non, mais c'est intéressant, Vincent, parce que Balkany, il a été triomphalement réélu par les Levalloisiens qui trouvaient qu'il avait une excellente gestion de sa vie. Ce qui est vrai. Et voilà, pendant 20 ans, 25 ans. C'est assez complexe. Non, pour revenir à l'essentiel, vous savez, c'est que c'est la corruption d'un côté et je dirais le manque de courage de l'autre. Et ce conflit social qui couve en ce moment, je dirais, il suffirait juste que, je vais employer un mot cru parce que tout le monde comprend ça, mais que le gouvernement pose ses couilles sur la table et dise on va combattre la fraude fiscale. Et là, on n'a plus besoin. La sécurité sociale, l'éducation nationale, la défense, tout ce qu'on veut, c'est réglé par le fraude fiscale qui n'est pas comblée. On parle de 100 milliards de fraude et de 160 milliards entre la fraude et l'évasion. Ou 60 et 100. Mais la fraude aux dépenses sociales, la fraude aux fausses cartes, la fraude carte vitale, etc. La fraude hallucinante et les réserves, il faut le dire, pour les retraites de la CADES. Enfin, beaucoup de choses à dire, mais vous savez, on essaye de le dire, nous. Et encore une fois, ces élus qui, eux, ne vont pas perdre leurs régimes spéciaux, qui vont garder leur paye, leurs députés, leur mandature, leurs députés, leur pension et tout ça. Et nous, ils vont nous prendre jusqu'au dernier euro, jusqu'au dernier centime. Donc Vincent, vous ce que vous dites, il faut une nouvelle nuit du 4 août, il faut l'abolition des privilèges, quoi. Moi, personnellement, ce que moi j'espère, c'est que la société prenne conscience qu'il faut vraiment une décroissance, que ce qui se passe avec les grèves là au moment de Noël, c'est tout à fait révélateur d'une société de consommation qui est au bord de l'explosion et qui fait tout pour dire aux gens attendez, il faut pas notre petit commerçant du coin, mais c'est le système qui est vérolé. On est dans un système à bout de souffle qui n'en peut plus, qui tue la planète tous les jours, et tout ça c'est lié un peu à ce genre de caste politique qui fait rien pour freiner les choses, qui nous enfume, qui nous fait dire mais c'est pas grave, et on a vraiment un sentiment d'impuissance en tant que peuple qui est... Eh ben, écoutez, Vincent, il faut résister à son niveau, à son quartier, dans sa rue, et il faut le faire. Merci en tout cas, et restez avec nous. Et votre message est passé sur Sud Radio, Vincent. Merci à vous. Tout de suite, on accueille Patrick au 0826 300 300. Bonjour à vous, Patrick. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Berkoff, et merci pour le gré à moudre quotidien que vous apportez à notre réflexion. Merci à vous. Voilà. Donc moi, je voudrais réagir par rapport à l'histoire de Monsieur Delevoye. J'ai du mal à comprendre, ou plutôt, pour ne pas parler de façon rhétorique, je crains de trop bien comprendre. Comment cet homme qui a une telle expérience du pouvoir peut-il commettre une faute pareille? Je pense surtout au conflit d'intérêts, entre autres. Alors, est-ce que le pouvoir rend fou ou aveugle, ou les deux en même temps peut-être? Qui sait. Enfin, en attendant, notre démocratie a bien du mal à empêcher une oligarchie, un petit groupe, du quant à soi, de ressentir un tel sentiment d'impunité qu'on se situe allègrement au-dessus des lois que l'on imagine, que l'on présente et que l'on vote. Pour moi, c'est malheureusement, j'ai beaucoup de peine à dire ça, mais c'est l'image d'un pays en décadence, où les valeurs affirmées sont diamétralement opposées aux valeurs que l'on applique. De l'autre côté, il est irresponsable dans le climat actuel de ne pas mesurer l'état du pays. Le climat de défiance, et c'est un euphémisme, à l'égard de la classe politique. C'est clair. Et je voudrais maintenant parler du Premier ministre et des propos qu'il a tenus en apportant son soutien. Bon, je trouve ça insupportable, absolument insupportable. Et c'est une attitude que je qualifie de défi. C'est un défi finalement qu'il jette. Mais il ne se rend pas compte que c'est triste parce que ça ne fait qu'apporter de l'eau au moulin des extrêmes au moment où justement où son rôle serait sans doute, et pas qu'à lui, de faire preuve de mesure et d'écoute dans le climat actuel.
Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Non, mais ce que vous dites, Patrick, c'est que effectivement, on vit un moment de coupure, un moment de cassure, sentiment d'impunité d'un côté, surdité organisée ou négligence de l'autre. C'est vrai que les éléments sont là pour que la situation ne s'arrange pas du tout. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va reparler sur la décroissance et tout ça. En attendant, il y a des gens qui ne savent plus où ils sont, il y a des gens qui n'en peuvent plus, et il y a surtout des gens qui sont très, très, très en colère. Qu'est-ce que ça va donner? On va pas jouer les voyants, mais on va le savoir très vite. On sait pas où on va, mais on y va, comme disait la formule. Merci à vous, Patrick, et à vous tous qui nous avez appelés au 0826 300 300. André Berkoff revient demain à midi en direct dans tous ses états sur Sud Radio, avec ou sans Jean-Paul Delevoye, plutôt sans. Vous voyez, Berkoff a parlé de Delevoye a démissionné, comme quoi les voies du Seigneur sont impénétrables. La journée continue sur Sud Radio à l'écoute de Jacques Pessis qui, pour les clés d'une vie, aujourd'hui reçoit son invité Adeline Blondiot. Belle journée à vous sur Radio.